je pense entrepreneuriat, Oui. c'est vraiment l'adaptation. Donc en fait, moi je me suis adapté. Je te l'avais dit, j'ai un parcours vraiment spécial, hein, attention. Et quand tu vas trouver un endroit où tu te sens bien et tu fais les choses que tu aimes, c'est là que tu vas exceller et c'est là que tu pourras en faire ton métier ou en faire ta source de revenus, quoi. Quand tu es entrepreneur, le problème, c'est qu'il n'y a personne que tu puisses appeler, c'est à toi de te démerder en fait, à faire ce qu'il faut pour faire réparer les choses, à trouver le meilleur prix, à te renseigner où est-ce que ça se trouve. T'as pas une équipe derrière qui travaille avec toi et qui t'aide, quoi. Donc celui-là, c'est lequel? Ça, c'est donut pistache, ça. Pistache. Ah ouais. Alors attends, bouge pas. Ah. Oui, allô? Allez, c'est bon. Je suis tranquille. Yes, donc tu vois là, tous les matins, c'est pareil, quoi. La fille, elle reçoit ses livraisons de donuts, de pâtisserie là depuis la pâtisserie de production. Ouais. Et puis elle fait sa petite mise en place et tranquillement, elle vend ça pendant la journée, là. Ouais, je vois qu'elle fait ça bien là. Elle s'applique bien, Ouais. elle connaît son travail, elle a l'habitude. Après, c'est répétitif, tous les jours, c'est la même chose. Il n'y a que les parfums des donuts qui changent, quelques items qui changent, mais la façon de travailler, bon, après, quand tu es dans la vente, tu sais, malheureusement, tous les jours, c'est pareil, hein. Nous, avant pâtisserie, bon, bah, nous, c'est challenging parce que nous, quand il y a des nouvelles recettes, il faut faire des essais, faut créer des nouvelles choses, on a du challenge, on a des commandes extérieures aussi, on n'a pas que la gamme qu'on a là. Ok. Donc, c'est un peu différent le travail. Ok, donc du coup, t'as commencé avec les donuts au début ou pas? Alors quand je suis arrivé à l'île Maurice, ouais, c'était que des donuts. Pourquoi? Parce que j'ai fait une étude de marché et je me suis rendu compte qu'il y avait que des donuts congelés importés. Importé, hein? Ouais, importés congelés, et il y avait personne qui faisait les donuts localement. Et puis, comme dans beaucoup de pays, quand tu dis aux gens le mot donuts, ça fait une étincelle, ça fait un truc bon. Enfin, pas pour tous, hein, il y en a qui voient la friture. Ouais. Et la plupart des enfants donuts, tu vois, c'est le mot magique. Sucré, C'est spécialement bon, ici, les enfants donuts, tu dis donuts, c'est bon, donuts. Ouais. Donc du coup, j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait des donuts un petit peu partout, dans les malls, dans les centres commerciaux, tout ça. Mais c'était un seul et même producteur qui faisait venir. C'était congelé. Donc je trouvais ça vraiment dommage avec l'expérience que j'ai et les recettes que j'ai. Je me suis dit, bon écoute, ce serait peut-être bien de faire des donuts américains. Américain, ouais. Ouais, un truc un peu de top qualité, quoi, tu vois, pour leur apporter, pour qu'ils sachent que c'est un vrai donut en fait, quoi. Ouais. Ça c'est très bon, hein. Ouais, c'est. Et celui-là, là, ça c'est un de mes préférés, là. Alors celui-là, c'est le best-seller. Non, Ah, ça, les Bostock, ouais. Donc en fait, ça, c'est avec l'amande et tout, là. C'est ça. En fait, ça, c'est un donut qu'on cuit dans un moule en hauteur. En fait, on fait un gros donut sans trou au milieu et on le cuit au four, pas à la friture. Okay. Ça fait comme une tour. Après, on coupe des tranches. Et ces tranches-là, on les imbibe dans un sirop. Okay. Après, un sirop, bon, par exemple, celui-là, c'est un sirop à la passion. Celui-là, c'est un sirop à l'amande et à la pistache. Moi, hein, déjà, à mon époque, j'étais jeune, tu vois, j'avais 18 ans. Je dis, on vient travailler, on est payé au SMIC. On était payé 1000 €. On était payé 1000 €. On avait un appartement à Paris, un tout petit studio, ça te coûtait 500-600 € à payer. Donc déjà, théoriquement, tu n'étais même pas capable de le louer, quoi. Il te reste pas grand-chose à la fin du mois. Tu bosses comme un fou, tu fais des heures, parce que dans ce travail-là, tu fais des heures. Et puis à la fin, tu es encore obligé d'être là pendant je sais pas combien d'années ou de travailler après le travail pour qu'on te file les recettes ou les techniques ou que tu puisses travailler avec les mecs qui sont dans l'élite, qui sont dans le truc de décoration ou du machin, quoi, tu vois. Okay. Donc ça a toujours été un truc qui m'a un peu choqué. Okay. Je suis tombé dans une ou deux entreprises dans ma vie où c'était un petit peu différent et puis qu'il y avait du partage, où les gens ils partageaient facilement les techniques, les recettes et tout ça. T'avais pas besoin de faire tous les jours le même truc avant que de passer au truc d'après. Et là du coup je me suis dit mais c'est vraiment mieux de travailler comme ça avec le partage, quoi. Le partage, ouais. Et donc du coup j'ai moi-même, après voilà quoi, je suis sûr qu'on est des centaines à l'avoir fait comme ça. Ouais. Moi-même voulu partager en fait mon savoir avec les gens avec qui je travaillais. Ouais. Et souvent, encore là à Maurice, tu vois, ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Ouais. J'arrive et j'ai des entrepreneurs, donc mes concurrents ou les gens qui sont installés là depuis 20 ou 30 ans,
qui me disent David, donne pas tes recettes là comme ça, là, leur fais pas tout voir et tout ça parce que tu sais ici comment ça va se passer quoi. Ils vont partir avec tes recettes et tout ça. Je lui dis ouvrir leur truc. mais je lui dis mais écoute, moi j'ai fait le choix de vouloir partager. De vouloir former les gens. Si les gens ils veulent partir ailleurs, ils vont partir ailleurs. Ouais. Mais ils vont se rendre compte qu'ailleurs, si ils n'ont pas le partage, qu'ils n'ont pas les informations et tout ça, ils vont perdre, tu vois ce que je veux dire. Moi, en offrant en fait mes techniques, mes recettes et mon savoir, en fait, eh ben, je fidélise la personne qui travaille avec moi et il veut continuer à travailler avec moi, tu vois. Et en plus de ça, comme je lui donne, il va me donner aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, le partage dans le travail, c'est, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, quand j'ai commencé à prendre mes premières places de chef en sortant de ces grandes maisons-là, que ça marchait beaucoup mieux comme ça et que j'avais une team qui était beaucoup plus soudée parce que plus ils travaillaient avec moi, plus ils apprenaient et plus ils restaient et plus ils donnaient d'eux aussi dans le travail et ils m'apportaient à moi aussi quoi, énormément. Oui, donc du coup ils amélioraient aussi des processus, des recettes aussi à leur tour. Exactement, ils devenaient meilleurs au travail, ça m'arrangeait aussi dans mon travail et puis ils partageaient, ils avaient des idées et puis que moi j'avais pas forcément. J'ai toujours dit, hein, tu sais, moi c'est pas parce que je suis chef que je suis plus fort que vous. Vous allez peut-être avoir des idées que moi je vais pas avoir et c'est en partageant tout le monde qu'on fait un beau travail d'équipe. Et donc je suis toujours resté sur ce truc-là. Et je te dis, hein, 25 ans après, j'arrive à l'île Maurice et j'ai encore des gens qui me disent attention, ne donne pas tes recettes, ne fais pas ci, tu verras, ils vont partir. Je dis mais écoute, laisse-les partir et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Et si vraiment ils veulent évoluer et devenir quelqu'un dans la vie, ils comprendront que c'était sûrement avec moi qu'ils auraient dû le faire. Ils auraient dû le faire. Voilà. Donc ils reviendront travailler avec moi ou alors, je sais pas. Mais voilà, pour moi c'est un point important quoi. La transmission, pour en revenir à la pédagogie et à la transmission, pour moi ça a toujours été quelque chose et c'est pour ça aussi que j'ai accepté des postes de professeur de pâtisserie en fait au Japon et en Corée du Sud parce que ça me tenait à cœur et j'aimais vraiment ça quoi. Et comment ils sont venus chercher pour aller former le cordon bleu, c'était le cordon bleu à Tokyo, je sais plus comment ça s'est passé. Je sais plus du tout. Ils t'ont vu en France dans une. Non, ça s'est passé au Japon même, hein. Ça s'est passé à Tokyo. Je travaillais au Japon déjà. Je travaillais déjà au Japon en fait, c'est pour ça. Hein. Et donc je sais plus comment j'en suis venu à rentrer en contact avec eux. Sûrement il y a eu un event ou un truc comme ça, j'ai rencontré un boss. Et puis, tu sais, je faisais de la télé au Japon, alors forcément... tu faisais de la télé? Ouais, j'avais ma petite émission de télé aussi. Je parlais en japonais. Ouais, non, mais je te l'avais dit, j'ai un parcours vraiment spécial, hein, attention. Et donc, je sais plus comment, je suis venu à travailler pour eux, quoi. Ils m'ont fait passer les tests et ils ont dit que j'avais fait 99% et que j'avais été le meilleur résultat depuis 20 ans, en fait, niveau... tous les critères, en fait, si tu préfères, tu fais un cours de 3 heures avec des élèves qui sont des faux élèves parce que c'est les professeurs et les assistants des professeurs et tout ça. Et tu fais un cours, ils te donnent un sujet que tu travailles la veille et puis en conditions réelles au cordon bleu. Et puis j'ai travaillé sur le sujet la veille et puis le lendemain j'ai présenté le sujet à mes élèves. J'ai fait 3 heures de cours, de pratique, de théorie, de machin. Et sur tous les points qui ont été notés, ils avaient dit ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu un professeur qui avait fait 99% et en fait j'avais fait 100% surtout et en fait ils m'ont dit on peut pas vous mettre 100%. Et en fait j'avais été le seul, ils m'ont dit on est super impressionnés, machin truc et tout ça, on veut obligatoirement que vous fassiez partie de la team, etc. Et du coup juste avant de revenir sur le Japon, comment t'as commencé? Bon, on va dire t'es 0 à 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quoi, de 0 à 15 ans. Voilà, de 0 à 15 ans, où tu es né, ton parcours. Yes, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mon père n'est pas entrepreneur, mais tu es né où? Alors, je suis né en France, à Chartres. À Chartres, voilà. À côté de Paris. Voilà, au sud de Paris. Au sud de Paris, je pense que ça se sent dans mon français. Quand je parle français, il y a un petit côté un peu parisien là, qui ressort. Donc, je suis né à Chartres. J'ai grandi dans cette région-là. Et je peux pas dire que j'ai grandi dans telle ou telle ville parce qu'en fait j'ai souvent changé de ville. Et la raison pour laquelle, c'est parce que, comme j'étais en train de le dire... Donc ça veut dire que tu étais nomade à Chartres même?
Dans la région chartraine. Dans la région chartraine, j'étais nomade en fait. Pourquoi? Parce que mon père, lui, a jamais fait le pas pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas pourquoi. Ça a dû lui pendre au nez plusieurs fois, mais il l'a pas fait parce qu'il était ébéniste, menuisier ébéniste de métier. Ébéniste, c'est ceux qui font les fenêtres. C'est les moulures dans le bois, les décorations, les meubles, bien jolis, tu vois. Ça, c'est ébéniste, menuisier ébéniste en fait. Okay. Et, plutôt lié à la décoration, quoi. Exactement. Et en fait, c'est un métier qui était en train de se perdre à l'époque. Oui. Parce que, tu sais, tout s'est digitalisé, pas digitalisé, mais les grosses entreprises ont mangé toutes les petites entreprises à une certaine époque. Il y a beaucoup d'entreprises qui délocalisaient dans les pays de l'Est, tout ça. Donc, c'est un métier qui s'est perdu. Donc, mon père, en fait, il a commencé à s'adapter. Parce que tu vois, encore le mot adapter, tu vois, entrepreneuriat, pour moi, c'est ça. Il s'est adapté et il a commencé à faire de la peinture, de la maçonnerie, du carrelage, enfin tout ce qu'il pouvait dans le domaine où il était déjà, quoi. Et en fait, à force de faire tout ça, il s'est rendu compte qu'il aimait bien. Il a commencé à avoir des idées de retaper la maison. Il a retapé sa première maison, il l'a revendue, il s'est rendu compte qu'il avait fait une plus-value sur la vente, il s'est dit pourquoi pas continuer. Et puis c'est ce qu'il a fait, il a acheté des maisons, il les a remises en état, retapées, il les a revendues et en fait pour moi, je voyais ça comme de l'entrepreneuriat parce que c'est exactement la même chose que d'être un patron. Lui, il faisait ça en plus de son travail à l'usine, à l'usine de menuiserie ou à la peinture ou machin. Mais pour moi, voilà, c'était un entrepreneur, mon père, au final. Donc c'est peut-être de là, en fait, que m'est venu mes sens. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à me débrouiller, à m'en sortir. Il faut aller là-bas, il faut négocier, il faut avoir un prix moins cher, il faut travailler sur ça pour gagner de l'argent, pour ci, pour ça. Donc tu suivais beaucoup dans ces démarches, ouais. ces ventes Ouais, parce que moi, mon père, il travaillait tout le temps. Il travaillait au travail, il travaillait le soir après à la maison. Le week-end, il travaillait. Donc forcément, le week-end, il avait besoin de moi, de mon frère et de ma mère pour l'aider parce que c'était du gros travail. Et nous, on était jeunes, on voulait sortir, aller voir nos potes, faire du vélo, faire du scooter, des machins. Nous, on restait le week-end à travailler avec mon père, à bosser avec mon père, quoi. Donc, tu vois, déjà, dès jeunes, on a été mis dans l'ambiance où faut bosser. Donc, moi, je suis arrivé dans les grandes maisons à Paris, j'avais 17 ans. Quand je suis arrivé à 17 ans, moi, j'étais déjà une machine de travail, quoi. Ça me faisait pas peur de bosser tout le temps, quoi. Donc, c'était pas difficile pour toi, enfant, tu veux jouer, tu veux passer du temps. Si, c'est comme ça, mais si tu vas pas aider le daron, il te met une calotte et puis c'est fini, quoi, tu vois. Donc, tu bosses avec le daron, quoi, c'est comme ça. Hein. Ah, c'est bien ça. Mais ouais, c'est formateur et puis ça fait du bien au final. Et puis t'es dans le droit chemin, quoi, hein, comme ça. Hein. Ok. Donc voilà, c'est un petit peu de ça, je pense que c'est venu. Et quand tu t'approches de métier, parce que là tu passes de métier du bois, on va dire, au métier de la bouche. Comment se fait cette transition? En fait, moi, je l'aidais vachement dans ces choses-là, ce qui m'a appris à être un peu manuel et être un peu responsable. L'amour du travail bien fait. Mon père, en fait, me disait souvent ça. Faut aimer faire les choses bien faites. Si tu fais les choses bien, tu auras toujours du travail, ce sera toujours bien fait. Ouais. Et après, moi, c'était pas forcément que ça me plaisait, quoi, tu vois, d'être sale avec de la peinture ou de la poussière ou du ciment, tu vois, à la fin de la journée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était faire des gâteaux avec ma mère dans la cuisine. Donc, ma mère, elle faisait à manger, elle faisait les gâteaux. Dès que je pouvais, je passais avec elle, quoi, tu vois, et tu disparaissais, quoi. Donc j'ai passé du temps avec ma mère pas mal, et puis après, je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire. Donc j'ai commencé en boulangerie, donc très tôt, à 14 ans, j'allais déjà travailler à la boulangerie le week-end et puis pendant les vacances, tout ça. Et puis à 15 ans, avec une dérogation, j'ai commencé tout de suite un apprentissage, un pré-apprentissage, on va dire, quoi. Et donc ton père, il n'était pas déçu que tu prennes pas le même chemin? Non, du tout. Ouais. Mes parents étaient déçus les deux que je fasse de la pâtisserie parce que j'avais des capacités en fait intellectuelles à faire plus que ça. Mais j'avais toujours été le mec qui est donc, tu voyais plus dans les bureaux, dans les trucs. Ouais, je sais pas exactement, peut-être ingénieur ou machin truc, parce que j'avais tout le temps des idées, parce que j'avais du mental, tu vois, mais je voulais jamais m'en servir en fait. J'avais les capacités. Je te donne un exemple. Le jour où j'ai dû passer le brevet à la fin de la 3e, il fallait passer le brevet des collèges.
début d'année de 3e, mes résultats étaient en baisse parce que j'étais tombé dans une équipe, parce qu'on bougeait tout le temps, tous les ans, et j'étais tombé dans une ville avec une équipe où c'était des loulous et j'avais des mauvaises fréquentations. Et du coup, en fait, moi, comme j'aimais pas trop l'école, tout ça, j'avais les capacités mais j'aimais pas trop, mes résultats étaient en baisse. Mes parents, pour me motiver, ils m'ont dit écoute, si tu veux ton scooter, il faut que tu passes ton brevet des collèges. Et du coup, en fait, en 1 an, j'ai rattrapé les 3 ans de collège en bossant pour avoir mon scooter. Donc, tu vois, ils savaient comment me motiver, quoi. Ah ouais. Et donc, les professeurs m'ont tous dit, quoi. Tu sais, quand t'as les réunions parents-prof, tout ça, ils me disaient tous, t'as les capacités pour continuer, pour apprendre, pour faire plus que ça. Ouais. Il faudrait vraiment que tu t'en serves. Ce serait dommage de partir dans un apprentissage de pâtisserie. Et puis pourquoi ça? Parce que je me dis, c'est bizarre. On veut le bien de l'enfant pour qu'il s'épanouisse dans un métier, et on l'oblige à prendre une autre voie que celle qu'il veut. Enfin, comment tu t'es senti? Ils m'ont pas obligé, ils m'ont dit c'est dommage, t'es sûr que tu veux pas, et ils ont essayé. Mais comment t'as ressenti ça? Je l'ai ressenti en mode à l'époque, tu vois, je devais avoir 15 ans ou 14 ans, 15 ans, tu vois, à l'époque je me disais non, je m'en fous, moi, tu vois, je veux faire des gâteaux, quoi, tu vois, moi je veux faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Et je pense qu'ils ont pas insisté, mes parents, ils ont dit bon, écoute, si c'est ce que tu veux faire, c'est dommage, mais fais ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Je dis toujours aux gens, maintenant quand je conseille les jeunes, même les jeunes que j'emploie maintenant, je leur dis si tu sens que c'est un stress et que c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire, le fais pas parce que tu pars dans quelque chose qui à l'envers. Tu pars à l'envers, là. Tu pars dans un mur, exactement. Je dis, fais les choses que tu as envie de faire et comme tu les aimes faire. Si tu n'es pas au bon endroit, change d'endroit jusqu'à temps que tu trouves un endroit où tu te sentes bien. Et quand tu vas trouver un endroit où tu te sens bien et tu fais les choses que tu aimes, c'est là que tu vas exceller et c'est là que tu pourras en faire ton métier ou en faire ta source de revenus, quoi. Je le dis souvent, ça, aux jeunes. Et je pense que c'est important de se sentir à l'aise. Le travail, c'est la vie, quoi. On passe notre vie à travailler, quoi, quand même, quand tu penses. Donc tu passes le brevet, tu réserves à ton scooter? Je passe le brevet, forcément, j'ai mon scooter et avec mon scooter, je peux aller travailler à la pâtisserie. Je peux aller travailler à la pâtisserie, je peux me lever tôt de bonne heure, donc ça arrange aussi mes parents, ils n'ont pas besoin de se lever à 5h du matin. C'est un bonheur, alors. Donc voilà, et puis du coup je me fais plaisir, alors j'ai pas commencé en pâtisserie au début je savais pas trop, tu vois, j'ai commencé en boulangerie. En boulangerie, J'ai commencé en boulangerie et puis le patron il m'a dit non mais toi tu veux faire les choses trop fines, trop bien faites, là machin, pars en pâtisserie là-bas avec les autres. Donc ils m'ont envoyé en pâtisserie, tu vois, contre mon gré parce que moi j'aimais bien l'odeur du pain, les baguettes et tout ça, tu vois. Des croissants. Ouais, ils m'ont envoyé en pâtisserie et puis en pâtisserie j'ai commencé à m'y plaire aussi, quoi. Et puis au final je m'y suis tellement plu qu'au bout de 3 mois, en fait je suis pas carrément parti de la boulangerie-pâtisserie. Et puis je suis parti en pâtisserie pure. Il y avait un pâtissier pur dans le. Pâtisserie pure? C'est quoi la différence de pâtisserie et pâtisserie pure? Alors il y a des boulangeries-pâtisseries qui font de la pâtisserie de boulangerie. Ça veut dire des trucs un peu grossiers, des flans, des tartes, des gâteaux, 3 chocolats. Et après tu as des pâtissiers purs qui eux ne vendent pas de pain, qui ne font pas de pain, qui font purement de la pâtisserie, des chocolats, des confiseries. C'est ce qu'on appelle peut-être pâtisserie fine? Pâtisserie fine, exactement. Donc et ça s'appelle un pâtissier confiseur chocolatier, tu vois. Et en fait, j'ai carrément arrêté au bout de 3 mois. Je suis parti chez un pâtissier et j'ai commencé mon apprentissage de pâtisserie. Moi, je kiffe les pâtisseries. Ça, c'est un truc, c'est mon défaut numéro 1. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, c'est ça. Là, je peux pas manger. Il faut que j'ai un dessert. C'est un petit dessert. Ah ouais, si t'as pas un petit truc sucré à la fin. T'as pas un petit crémeux, nuageux, tu vois. Ah ouais. Moi, tu sais, c'est le classique. Tu manges. Après, il te faut ton petit truc sucré. Putain, je me dis pas, si tu vas te brosser les dents après le fromage ou après avoir mangé comme ça, tu te dis, putain, j'ai pas eu un petit truc là, un petit truc doux là. Tu vois. C'est ça. Ouais, ne serait-ce qu'une petite boule de glace au moins, quoi. Ok, donc du coup, tu vas, tu te barres de la boulangerie-pâtisserie. Je me barre de la boulangerie-pâtisserie, j'attaque la pâtisserie fine. Et au bout de 2 ans de CAP, je passe mon CAP haut la main, à l'époque, sans prétention, haut la main, et puis je pars en chocolaterie, en fait, à Tours. Donc, je fais un apprentissage. Chocolaterie, c'est aussi un autre domaine?
Ouais, la chocolaterie, c'est un autre domaine en fait. En pâtisserie générale, tu fais aussi du chocolat, mais là, je me suis spécialisé en chocolaterie. Donc la chocolaterie, c'est bien différent de la pâtisserie. On travaille que du chocolat, et puis c'est quelque chose qui est pas, on n'est pas dans la productivité, on est plutôt dans on travaille lentement, avec précision, c'est des gestes précis, donc j'ai vraiment encore plus affiné, tu vois. Je suis parti de la boulangerie, pâtisserie, boulangerie, pâtisserie fine, et là je suis arrivé dans le fin du fin en chocolaterie. La chocolaterie, c'est au niveau de... C'est un petit peu au-dessus, au niveau de la technique, au niveau de la finesse, c'est au-dessus de la pâtisserie. On va dire, c'est au-dessus. C'est différent, mais c'est un petit peu au-dessus parce qu'il faut être minutieux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Très minutieux. Et en fait, voilà, cet affinement, en fait, il a continué pendant des années. Parce que après ça, je suis parti dans du dessert à l'assiette, et après ça, j'étais dans des compagnies un peu plus hautes et dans de la pâtisserie très très fine, dans la chocolaterie fine. J'ai fait de la confiserie, j'ai fait de l'artistique. Et puis il y a quelques années au Japon, je faisais même en fait du travail d'artiste, en fait, comme on dit. En fait, là, je travaillais même plus la pâtisserie, je faisais de la sculpture, je faisais de la peinture, je faisais des choses comme ça. Donc j'ai fait vraiment un affinage en fait depuis le début que j'ai commencé la boulangerie, jusqu'à la fin où j'ai travaillé pour LVMH, pour Louis Vuitton quand même. Ça c'était juste pour LVMH, juste avant d'arriver à l'île Maurice. J'ai vraiment affiné un maximum. Et puis après, quand je suis arrivé à l'île Maurice, là ça a été entrepreneuriat dû au Covid. Et là, je réapprends tout, quoi. Voilà. Juste un truc intéressant, ton premier poste de chef dans une grande maison. Ouais. C'est comment ça s'est passé? La première fois que tu vas dans une grande maison, comment ils t'ont trouvé et ta première journée? Alors, donc, il y a la première fois que j'ai travaillé dans une grande maison, ça c'était chez Ladurée à Paris, à Paris sur les Champs-Élysées. Ah ouais. J'arrivais de ma campagne. Et comment ils t'ont trouvé? Alors c'est une histoire très intéressante. Moi, je suis arrivé là-bas parce que je pensais que le chef de pâtisserie c'était Monsieur Pierre Hermé. En fait, je voyais à la télé, à la radio, aux infos, enfin dans les journaux de pâtisserie, le fameux chef Pierre Hermé. Je pensais que c'était lui le chef là-bas, donc je voulais vraiment rentrer chez Ladurée. J'avais déjà des amis qui travaillaient sur Paris à l'époque. Moi, j'étais dans ma campagne. Après la chocolaterie, j'ai fait d'autres formations. J'ai fait un brevet technique des métiers. J'ai fait une mention complémentaire pâtisserie. Bref, je suis arrivé sur Paris. T'as fait les compagnons du... Non, j'ai pas fait les compagnons. Ça, c'est un autre système. Moi, j'ai fait centre de formation d'apprentis, des CFA, des apprentissages et des brevets techniques des métiers. Tout ce qui était bureau du commerce, je crois que ça s'appelait, ou quelque chose comme ça. Quand je suis arrivé donc à Paris, avant d'arriver à Paris, j'avais déjà des amis d'amis en fait qui travaillaient sur Paris dans d'autres. Et puis je leur disais, moi j'aimerais bien travailler chez Ladurée parce qu'il y a le chef Pierre Hermé et tout ça. Et tout le monde me décourageait en me disant, mon gars, pour rentrer chez Ladurée, ils doivent avoir une pile de CV comme ça parce que tout le monde veut travailler là-bas. Laisse tomber, tu viens de ta campagne, là, tu as travaillé chez lui, il n'y a personne qui connaît. Ils vont prendre tous ceux qui ont fait des apprentissages dans des grandes maisons tu vois, pour travailler. Et donc, effectivement, j'envoie un CV, aucun retour. Et donc, du coup, en fait, j'étais pas fixé pour Ladurée, mais... j'ai fait 2-3 pâtisseries à Paris, j'allais moi-même à Paris, je prenais le train pour aller voir ça, et puis vraiment Ladurée ça m'attirait, je sais pas, c'était les Champs-Élysées, la boutique était magnifique, tout ça. Et puis j'ai imprimé un CV, et puis je suis parti au culot en fait, je suis arrivé sur place. Je suis arrivé aux Champs-Élysées, et puis j'ai dit à la vendeuse, bonjour, j'ai rendez-vous avec le chef. Et j'avais pas de rendez-vous. Et je suis arrivé et je dis bonjour, j'ai rendez-vous avec le chef. Oui, d'accord, vous êtes monsieur David. Je la vois, elle prend le téléphone et elle me dit, mais vous êtes monsieur qui? Monsieur David. Il me dit, mais il a pas de rendez-vous. Je dis, mais si. Et hop, j'insiste, je sais plus exactement, tu vois, comment ça s'est fait. Il est descendu, il est venu me voir, il me dit, mais on se connaît et tout ça, vous êtes qui? Je lui dis, écoutez, voilà, on se connaît pas. Je sais très bien que si je vous envoie mon CV, comme je vous l'ai déjà envoyé, il va jamais donner suite. Je dis, je préfère vous le donner en main propre. Moi, je veux vraiment travailler ici. Vous avez une pâtisserie exceptionnelle. Je suis motivé, je suis un passionné de la pâtisserie. Donnez-moi ma chance et tout ça. Et bon, je me rappelle plus les termes exacts, mais en gros, en 2 minutes, il m'a fait si t'es disponible demain, tu commences demain. Boum. Non. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur Paris en fait. Je suis arrivé chez Ladurée direct.
Comme ça même. Et puis voilà, c'est là que l'histoire a commencé. Après, j'ai fait 5 ans, ça a été vraiment mon centre de formation parisien, quoi, la pâtisserie fine parisienne. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait 5 ans, j'ai évolué dans les grades. Au bout de 3 ans et demi, j'étais chef décorateur, qui était un des postes les plus gradés. J'avais 21 ans à l'époque, tu vois, 20 ou 21 ans. Chef décorateur. J'étais déjà chef décorateur sur les Champs-Élysées, quoi. Tu vois, donc j'ai fait une progression fulgurante, quoi, parce que j'étais vraiment à fond, quoi, à fond. Et dans le milieu, on commence à te connaître. Est-ce que c'est un milieu très fermé? À Paris, ouais, on se connaissait, hein, les pâtissiers de chez Fauchon, les pâtissiers de chez Dois-Loyaux, de chez La Durée, on se connaissait un peu entre nous. Il y en a qui partaient de chez les uns, qui allaient chez les autres. Donc forcément, le chef décorateur de chez La Durée, c'était un mec qu'on connaissait, quoi. Donc tu vois, j'avais 21 ans et j'avais fait déjà mon petit bout de chemin, quoi. Tu vois, en 6 ou 7 ans que j'avais commencé la pâtisserie, quoi. Ça a été assez rapide, hein. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Paris. Et puis après chez La Durée, quand tu as travaillé 5 ans chez La Durée. Quand il t'a dit vas-y, t'es disponible dans 2 jours. Ouais. C'est ça. Ouais, j'ai commencé tout de suite. Et avant de commencer, comment tu étais émotionnellement? J'étais genre, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis à Paris, un truc avec 160 pâtissiers, quoi, tu vois, en live, quoi, le truc énorme, quoi. Et puis... tu fais quoi le premier jour? Le premier jour, un peu dégoûté, mais en même temps incroyable, tu vois. J'arrive, donc déjà, on me file le poste de nuit, hein. Quand t'arrives, tu travailles la nuit. Ah. Tu vois, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Si t'as pas travaillé pour moi 3 ans, tu passeras pas là, ou tu n'auras pas les recettes, tu vois. Donc t'arrives chez La Durée, tu veux travailler chez La Durée, tu te fais la nuit. Bon courage pour en sortir de la nuit. C'est genre, tu pars la nuit et vas-y, il y a des mecs qui étaient là-bas depuis 4-5 ans la nuit, quoi. Tu vois, ils voulaient passer le jour, quoi. Ils y arrivaient pas parce qu'ils étaient pas assez bons. Tu trimes la nuit, mon gars. Et je te dis, dans les grandes maisons, maintenant un peu moins, je pense, je sais pas, peut-être encore, c'était comme ça, quoi. Il fallait donner, t'es pas payé, tu bossais la nuit, je t'ai payé au SMIC, je bossais la nuit, j'habitais en banlieue parisienne. Combien de fois je m'endormais dans le RER et j'arrivais au terminus, je me réveillais, je le reprenais dans l'autre sens, je me réveillais à Paris, encore une fois, je n'étais pas rentré chez moi, quoi. J'allais me coucher, je dormais 4-5 heures parce que j'avais fait 2 allers-retours dans le RER et je repartais bosser à 21h le soir pour finir à 10h le matin, quoi, parce qu'on faisait des heures, quoi. Ouais, c'était la vie à la dure, tu vois, dans les grandes maisons, t'es jeune et tout ça, tu donnes, mais en même temps, t'arrives là-bas, tu vois des recettes incroyables, tu fais des choses incroyables, tu fais partie de l'élite, quoi, tu vois. Ouais. Donc il y a des gens, ils acceptent, il y a des gens, ils acceptent pas. Moi, j'ai donné pendant des années pour pouvoir réussir à devenir quelqu'un dans la pâtisserie, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, vu la difficulté que t'as acceptée, est-ce qu'à un moment donné, t'as failli te faire virer, t'as failli perdre? Il m'est arrivé tellement de trucs. J'ai failli me faire virer, j'ai failli perdre mon job, je me suis barré plein de fois de mon travail, je suis des fois revenu dans le travail. Enfin, tu sais, il y a, en plus de l'apprentissage technique de la pâtisserie, il y a l'apprentissage de la vie aussi, parce que il y a des fois, tu te dis, mais non, mais moi je vaux plus que ça et de ça, et puis tu t'en vas, et puis tu te rends compte que, tu sais, tu comprends pas que tu peux pas te mettre dans la tête du patron, quoi, tu vois. Le patron, lui, il pense différemment, tu vois, ou l'entreprise pense différemment. Donc, il m'est arrivé pas mal de trucs dans la vie. Ouais, c'est une longue histoire, hein, Surtout que j'ai souvent changé de travail, hein. J'ai fait 5 ans chez La Durée, mais après, c'était plutôt 2 ans ici, 1 an là-bas. Enfin, j'ai un parcours assez atypique parce que, si tu préfères, après avoir fait La Durée, une grande maison avec tant de pâtissiers, tant de techniques et tant de postes différents, avec tellement de choses à apprendre, que derrière, qu'est-ce qui se passe? T'arrives dans une pâtisserie un peu plus petite. Tu te dis, j'apprends rien ici. Tu te fais chier, tu fais 1 an, au bout d'1 an, tu te dis non, vraiment, je perds du temps, faut que j'aille dans un truc où j'apprends plus, tu vois. Et boum, tu fais 1 an, après tu fais 6 mois, après tu fais 2 ans. Et puis au bout de 10 ans ou 15 ans, il y a des gens qui commencent à regarder dans sa vie, tu dis, monsieur, vous bougez beaucoup là, qu'est-ce qui se passe? Ils te font pas confiance, tu vois. Ils arrivent pas à cerner la personne, ils se disent, lui, il bouge beaucoup, il est instable. Il va venir, il va faire la même chose. Il va partir. Et je leur dis, vous savez, moi, si je suis parti, c'est parce que j'avais rien à apprendre ou j'avais rien à apporter à l'entreprise, quoi. Si vous me donnez du challenge et puis que ça va me challenger et puis que je vais avoir un travail intéressant, vous inquiétez pas, je vais rester. Si j'ai des choses à apprendre avec vous, vous inquiétez pas, je vais rester. Bon, en gros, voilà. J'ai vraiment un parcours assez spécial et je pense que ça a été dès le départ parce que j'ai été travaillé avec l'élite de l'élite, quoi. Et du coup, une question, parce que je pense que, comme tu l'as précisé, sortir de la nuit, c'est durant. C'est le nom de la maison, je pense. La Durée, ouais.
Et t'as réussi à sortir de la nuit? J'y suis sorti au bout d'un an et demi, mais ça a été chaud. Hein. En un an? Ça a été chaud. Et je me suis bagarré avec le chef. On s'est tatane dans la pâtisserie et tout. Ouais, on a failli se boxer et tout, on s'est attrapé dans la chambre froide et tout ça avec mon chef à l'époque. Parce que moi, injustice et tout ça, je sais plus pour quelle raison, tu vois. J'arrivais à l'heure, il y avait des mecs qui faisaient pas bien leur travail, mais ils étaient là depuis je sais pas combien de temps, alors ils donnaient le droit au machin et tout ça. Une injustice et tout ça. Moi, rien à foutre de ça. Dans le grand bureau du chef, parce que du coup, en fait, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que Pierre Hermé était déjà parti de chez Aduré. C'était un autre chef qui s'appelait Philippe Andrieux. Bref, j'ai fini dans le bureau du chef et tout ça. Les mecs, ils savaient que je bossais bien et que je bossais top. Et ils pouvaient pas donner tort au chef parce que c'était le responsable, tu vois, chose que moi à l'époque je comprenais pas, maintenant je pourrais comprendre, mais ils voulaient pas me donner tort non plus, donc du coup en fait, plus ou moins il y a eu ce truc là, il y a eu 2-3 autres trucs et ils se sont dit bon, ce mec là c'est un bon pâtissier, on veut pas le perdre. Mais bon, le faire passer de jour, il y a des mecs qui sont là depuis 2-3 ans, tu vois, lui ça fait un an et demi que tu viens d'arriver, mais en même temps, on peut pas le perdre de ça. Je sais plus comment, ils m'ont fait passer de jour. Ils m'ont fait passer de jour, je suis passé de jour, et 2 jours, j'ai fait encore un an, 6 mois là, aux tartes, 6 mois aux bandes, là, les bandes c'est des entremets, 6 mois là, 6 mois là, et puis finalement j'ai réussi, tout le monde m'a dit non mais ce mec là il travaille la finesse, le machin, il faut le mettre au sucre tiré, il faut le mettre au décor. Et boum, je suis arrivé au décor et c'était parfait quoi, tu vois. Donc le poste clé, enfin au top dans la pâtisserie, c'est au décor. À cette époque-là, chez Aduré, je pense que c'était le décor. Après, c'était pas chef responsable de production ou c'était chef de ci ou de ça. C'était vraiment en fait dans le côté en fait technique et artistique, tu vois. Parce que les clients, c'est ce qu'ils voient quand ils arrivent. Exactement. Présentation, c'est ça. Donc du coup, en fait, j'ai réussi à y aller, mais il a fallu que je me batte, vraiment. Hein. Il a fallu que je me batte pour y arriver, quoi. T'as des trucs à faire là? Yes. Vas-y, comme ça on peut continuer. Je vais juste... tu fais quoi? Tu restes dans la voiture, toi, ou tu sors? Bah, comme tu veux. Bah, je vais juste aller leur demander 3 renseignements. Je vais ouvrir ça si jamais tu restes. J'ai un renseignement, j'en ai pas pour longtemps, pour 2 minutes. Et du coup, tu peux louer facilement des machines Non, je pense pas. Il va falloir que j'achète un truc en attendant, quoi. Et puis j'ai pas l'argent, enfin, c'était pas prévu. Quoi. Ouais, bah oui, c'est un investissement prévu, là. Je sais pas, ouais, c'est encore. Mais de toute façon, j'ai que des galères comme ça ici, moi. Depuis que j'ai commencé à Imory, j'ai que des trucs comme ça, c'est impressionnant, quoi. Donc là, je vais voir avec Loïc, l'électricien, si on peut tout brancher, en fait, en attendant sur du monophasé. Il y aura que mon four qu'on pourra pas brancher parce qu'il est en triphasé. Et peut-être que je vais devoir acheter un autre four en attendant, que je revendrai plus tard. Acheter un four en monophasé. En attendant, je vais essayer de voir si je trouve un truc d'occasion. Je pense que c'est ce qu'on va devoir faire, malheureusement. Voilà, pour les nouvelles. Écoute, est-ce que tu peux voir avec Loïc, s'il te plaît, je vais lui laisser un message aussi, pour voir si c'est possible de brancher tout sur du monophasé pour l'instant. Ah oui, les galères des entrepreneurs. Tous les jours. Ouais Loïc, salut, comment ça va? Écoute, ça va être reporté un petit peu là pour le branchement du triphasé parce que la CEB doit installer un transformateur dans la rue qui n'y a pas parce que personne n'a installé de triphasé auparavant. Est-ce que tu pourrais me faire tous les branchements sur le monophasé, sur le compteur qu'il y a actuellement? Je vais voir ça avec le propriétaire, je vais aller le voir dans la journée parce que je sais pas si le compteur est à son nom ou si c'est un compteur séparé, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse tous les branchements sur du monophasé en attendant que le triphasé arrive. Et il n'y a que le four qui est en triphasé, donc ça on pourra rien faire. Je vais devoir acheter un four de rechange en attendant, quoi, qui travaillera sur du monophasé en attendant pour me dépanner. Et du coup ce sera assez puissant pour la cadence Ouais. Ça va, on va se débrouiller quand c'est du dépannage. Ouais. Ok, ça c'est good. Le maraîcher il me répond pas, je sais pas où est-ce qu'il est dans Goodlands, quoi. Attends, je vais essayer de l'appeler. Le maraîcher c'est... C'est les fruits et légumes. Ok. Je dois récupérer du potiron parce que j'ai une confiture de potiron à faire pour un client. Pour un restaurant. Au-delà de... Ouais, je te dis, j'ai des clients, j'ai des restaurants, tout ça, et puis... j'ai des commandes spéciales. Ok.
fais plein de trucs que je fais pas, que je vends pas là-bas sur les rues, je fais plein de trucs. Ah, ça c'est intéressant de se poser là. C'est... Yes boss. Ah ouais bah attends, ça c'est normal, j'ai plus de crédit. Donc c'est où ça? Bon, imprévu, électricité triphasée, pas Ouais, dispo ouais. tout de suite. Attends, franchement, je peux pas me rappeler tous les imprévus et toutes les galères que j'ai eues. Ouais. Mais il y a eu des époques où c'était des genres, mais 4 ou 5 galères par jour. C'était tous les jours comme ça, mais c'était genre à péter des câbles. Genre, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Bon, à l'époque, j'avais pas le choix, tu vois, donc je me disais pas, allez, je me cache, je retourne dans l'hôtellerie ou dans le tourisme ou dans le machin. Ouais. J'avais pas le choix, j'étais là et je dis, fallait se battre, tu vois, fallait se battre, il n'y avait pas d'autre option. C'est un marché ici? Hein? Ou En fait, c'est la rue rue qui est comme ça, il y a tous les commerçants, ils sont à droite, à gauche, un peu partout, et ça fait comme une rue marché. En Ouais, fait. voilà, j'ai mis, attends, il y a un marché à côté. Ouais, c'est Goodlands, c'est comme ça, c'est Goodlands. Ok. Et ça bouchonne tout le temps, et c'est pour ça que j'aime pas venir dans Goodlands, parce que je savais que j'allais tomber dans les bouchons. Ouais. Mais il fallait que je vienne à la CV pour avoir un renseignement, putain, 3-4 mois, il faut attendre. En fait, c'est juste à côté, quoi. Il me dit 6 minutes parce que c'est les bouchons. C'est les bouchons, quoi. Enfin, c'est juste tout droit. Non, c'est incroyable. Donc tu passes 2 jours, décoration. Ah ouais, la durée, l'histoire pour la durée, ouais. Ouais, chez la durée, je suis passé 2 jours. Après le jour, au bout d'1 an, quelque chose comme ça, je suis passé à la décoration. Et puis voilà, quoi. Ok. Et à quel moment tu commences à voyager pour ton métier? À quel moment Enfin, j'ai commencé à voyager quel poste ou quel grand hôtel? Après, je suis parti de Paris. Ouais. Je suis parti dans le sud, à Monaco. J'ai été recruté par la maison Ducasse. À Monaco? Ouais, à Monaco par la maison Ducasse. J'étais recruté. Ducasse? Ok. Ouais, et à l'hôtel de Paris à Monaco, donc la maison la plus prestigieuse. Je vais passer quasiment 3 ans là-bas. 3 macarons Michelin, enfin vraiment l'armée. 3 macarons Michelin. C'est le summum en fait des restaurants. En fait, les restaurants en France, ils sont classés au guide Michelin. Oui. Et t'as les 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles Michelin en fait. Ok. Donc là, c'est le 3 étoiles. Chez Ducasse, c'était vraiment... c'était à l'époque le meilleur restaurant du monde. Voilà. Donc j'ai fait 3 ans, quasiment 3 ans, 2 ans et demi là-bas. Et puis après ça, j'ai pris ma première place de sous-chef de la pâtisserie. Pas de chef encore, de sous-chef en face chez Joël Robuchon, à la table de Robuchon. Il y avait 2 étoiles au macaron Michelin. Et quand tu dis macaron Michelin, je sais pas, on disait macaron Michelin, mais c'est Michelin. étoile Michelin. Ah, ok. Je pensais que dans la confection des macarons, il y a une notation. Non, c'est le macaron, c'est le badge, quoi. Le badge, en fait. C'est l'étoile Michelin. Ah, il y en a qui disent le macaron Michelin. Macaron, ah ok, je comprends mieux. Ouais. Je crois je suis pas sûr, mais je crois qu'ils disent ça. Bah, nous, ils disaient ça, quoi. Et non, en fait, j'avais fait après Joël Robuchon en face. Et puis après ça, j'ai pris ma première place de chef pâtissier, en fait, pour Pastor. Pastor, c'est une figure à Monaco, quoi. C'est le plus gros investisseur, c'est lui qui a construit quasiment tout ce qu'on voit à Monaco, les tours, les immeubles, partout. Ok. Donc j'ai travaillé pour lui pendant 1 an, c'était très intense. J'ai pas voulu rester parce que niveau santé c'était chaud. Je gagnais 2 fois la paye d'un pâtissier normal, mais je travaillais comme un fou, j'avais pas de repos. Ouais. Et puis après ça, ça a commencé à me titiller en fait de voyager parce que ça faisait longtemps que j'étais trop longtemps que j'étais en France. Et puis je voulais vraiment explorer un petit peu le monde là. Donc, vas-y, mets-le. Donc je te disais, qu'est-ce que je racontais Que tu as commencé à bouger?
Ouais, j'ai voulu visiter un petit peu, partir de la France, partir de tout ça. Parce que, tiens, je vais me garer là vite fait. J'ai juste allé chercher du Giromont avec lui et on a fini ici. Attends-moi là vite fait. Comme ça, si jamais lui il sort, tu dis c'est bon, j'arrive. Je garde ça avec moi le micro là, juste pour. Ouais, garde, pas de souci. La vie d'un entrepreneur. Ici maintenant là, c'est une compagnie qui fait des pièces en métal, en nylon, en plastique, des engrenages de précision, du travail fin en fait. Ils ont des imprimantes 3D, ils ont des robots drill, ils ont plein de machines en fait pour te faire des pièces sur mesure. Et tout ça. Pourquoi? Ouais, j'ai un batteur, en fait, c'est les batteurs de pâtisserie là en fait. Ouais. Et la pièce en fait, il est mal étudié le truc. Et dès que ça force un petit peu, en fait, ça use la pièce en nylon parce que ça devrait pas être en nylon. Ok. Et la première fois, je l'ai fait changer par le mec qui m'a vendu le batteur, donc par le cuisiniste, celui qui vend le matériel de pâtisserie. Quand j'ai vu le prix que ça m'a coûté avec l'importation de la pièce, qu'il fallait attendre 3 mois et tout ça, et le truc 3-4 mois après, il est encore foutu, je dis non, allez, on arrête les frais. J'ai trouvé cette entreprise-là qui fait les pièces sur mesure, et eux, ils vont faire une pièce dans un plastique beaucoup plus dur, qui va pas s'abîmer, et ça va me coûter en plus moins cher. Enfin voilà, c'est pour ça que je te disais, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours en fait en devenant entrepreneur. C'est que tu vois, malgré j'étais chef exécutif pour moi j'avais pas affaire à ça quoi. Moi j'appelais la maintenance et je dis les gars, j'ai un problème en pâtisserie, il faut venir me changer ça. Quand tu es entrepreneur, le problème c'est qu'il n'y a personne que tu puisses appeler, c'est à toi de te démerder en fait, à faire ce qu'il faut pour faire réparer les choses, à trouver le meilleur prix, à te renseigner où est-ce que ça se trouve. T'as pas une équipe derrière qui travaille avec toi et qui t'aide quoi. Donc du coup la première fois tu te fais avoir. Ouais. T'appelles le mec qui vend les machines et puis lui ouais il faut attendre que la pièce elle arrive, t'attends 2 ou 3 mois donc t'as pas ton matériel pendant 2 ou 3 mois, tu payes super cher et puis au bout d'un moment tu dis bon les gars ça va quoi, je me suis fait avoir une fois mais pas deux quoi. Donc ouais ça aussi. Et lui comment tu l'as trouvé? En discutant à droite à gauche, tu connais pas quelqu'un qui fait des pièces, qui a pas une imprimante en 3D ou qui fait des choses, des machins, et puis ouais, il y a eux qui font, alors je vais voir eux, ah ouais, mais non, on fait pas dans ces matériaux-là, mais allez voir eux, allez voir eux, machin, au fur et à mesure. De fil en aiguille, quoi, c'est comme ça, de toute façon, les renseignements, c'est soit on te les donne, des amis à toi te les donne, ou alors faut aller les trouver toi-même, quoi. Alors lui, il me demande quoi?